Imaginez ceci. Votre neveu de 9 ans verse délibérément du soda sur votre ordinateur portable, puis vous fait un doigt d'honneur en pleine figure le soir de Noël. Que feriez-vous? Restez silencieux pour éviter d'attiser le conflit, ou vous lèveriez-vous et diriez-vous ce que personne dans la famille n'a jamais eu le courage de dire à voix haute? C'est précisément la situation dans laquelle je me suis retrouvé. Ce qui aurait dû être une douce et chaleureuse soirée de Noël s'est transformé en un moment qui a brisé toutes les limites tacites de ma famille. Et à partir de cette nuit-là, nos relations ont commencé à s'effondrer, d'une manière que personne n'avait jamais prévue. Restez avec moi. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé ensuite. Bonjour à tous. Je m'appelle William. J'ai 28 ans et je vis dans un petit appartement à Cincinnati, dans l'Ohio. Je suis ingénieur logiciel et je travaille à distance pour une entreprise technologique basée à San Francisco. Ce travail me donne la flexibilité nécessaire pour me concentrer sur les projets qui me tiennent à cœur. Plus important encore, il me donne l'espace calme qui correspond au type de vie que j'ai choisi de mener depuis des années. Avant de déménager seul, je vivais avec mon père, Todd, dans une maison à 2 étages en banlieue. Ma mère est décédée il y a 5 ans. Après cela, j'ai décidé de rester un peu plus longtemps, non pas parce que je ne pouvais pas commencer une vie indépendante, mais parce que je savais que lorsqu'une famille traverse une perte, le simple fait d'être là est parfois la seule chose qui la maintient unie. Le changement fondamental a commencé lorsque mon frère aîné, Michael, est revenu de Berlin avec sa femme, Andrea, et leur fils, Levi, après avoir vécu en Europe pendant 7 ans. À l'époque, je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Ils ont dit que ce serait temporaire, juste le temps de se remettre sur pied après l'échec d'un projet d'investissement. Au début, tout le monde est resté respectueux, moi aussi. Mais ensuite, le soir de Noël 2023, quelque chose s'est produit. En apparence, cela ne semblait pas être grand-chose, mais à partir de cette nuit-là, les limites discrètes que j'avais passé des années à maintenir en place ont commencé à se fissurer. Et j'ai réalisé quelque chose plus clairement que jamais auparavant, il y a certaines lignes, une fois franchies, où rien ne redevient jamais vraiment comme avant. Décembre 2023, pour la première fois depuis près de 10 ans, toute notre famille était assise ensemble autour de la table à manger, réunis pour Noël dans la maison à 2 étages de mon père, nichée dans une banlieue tranquille de Cincinnati. Il y avait quelque chose dans l'atmosphère qui était à la fois familier et étrangement décalé. Le sapin de Noël était parfaitement décoré. La chaude lueur jaune du lampadaire illuminait le coin de la pièce comme toujours, et le léger parfum de cannelle flottait dans l'air. Mais à l'intérieur, cela ne ressemblait pas au fait que j'avais connu. Le dîner de ce soir-là était un festin complet, dinde rôtie, purée de pommes de terre, sauce au canneberge, petit pain chaud et quelques plats supplémentaires qu'Andrea, ma belle-sœur, avait aidé à préparer. Au départ, tout le monde parlait poliment, évitant soigneusement tout ce qui pourrait susciter des tensions. Même mon père semblait plus ouvert que d'habitude. Il était assis en bout de table, écoutant surtout, remplissant parfois le verre de quelqu'un. En plein milieu du dîner, j'ai senti mon téléphone vibrer dans ma poche. J'ai vérifié l'écran et, dès que j'ai lu la notification, j'ai su que je ne pouvais pas l'ignorer. Une erreur système critique venait de survenir, qui affectait directement le projet que je supervisais, et dans notre équipe technique, j'étais le seul à avoir un accès de haut niveau pour la résoudre. Je me suis excusé et je suis monté à l'étage dans mon espace de travail, une petite pièce bien rangée au bout du couloir du 2e étage, aménagée spécialement pour que je puisse me lancer dans le travail à tout moment. Je me suis connecté et j'ai commencé à effectuer des diagnostics, mais au bout de quelques minutes, j'ai réalisé que j'avais laissé mon dispositif d'authentification dans la voiture. Je suis immédiatement descendu, j'ai traversé le couloir et je suis entré dans le garage. Après avoir récupéré le dispositif, je me suis rapidement dirigé vers le 2e étage, mais en arrivant dans le couloir près de ma chambre, je me suis figé. La porte était grande ouverte et j'ai vu Levi, le fils de Michael, debout devant mon bureau au milieu de la pièce. Ce qui m'a arrêté net, c'est ce qu'il tenait, une canette de soda ouverte, qui pétillait encore sur le dessus. Avant que je puisse réagir, Levi a incliné la canette et a versé tout le contenu sur le clavier de mon ordinateur portable en marche. Je me suis précipité et j'ai arraché son bras du bureau, mais il était déjà trop tard. L'écran a vacillé une fois, puis est devenu noir. Tout ce sur quoi je travaillais a disparu sous mes yeux. Je me suis tourné vers lui, la voix tremblante de colère, et j'ai crié « Qu'est-ce que tu crois que tu fais ?» Il a reculé et, pendant un instant, j'ai cru qu'il réalisait qu'il était allé trop loin. Mais ensuite, son regard est apparu, et ce qu'il a fait ensuite m'a glacé le sang,
car ce que Lévi a fait ne ressemblait pas à de la culpabilité. Cela ressemblait à de la provocation. Il m'a regardé droit dans les yeux, a plissé les siens et a tiré la langue comme si c'était une blague. Mais il n'y avait ni rire nerveux, ni peur dans ses yeux. Puis, comme si cela ne suffisait pas, il a calmement levé son majeur vers moi comme s'il me mettait au défi de faire quelque chose. Il n'a pas dit un mot, n'a pas cligné des yeux, s'est juste retourné et est sorti de la pièce avec la même démarche calme, comme si tout cela n'avait aucune importance. Je suis resté là, figé. La colère n'a pas explosé, elle s'est enfoncée dans ma poitrine comme un poids que je ne pouvais pas soulever, pas à cause de l'ordinateur portable, mais à cause de ce regard dans ses yeux, le regard d'un enfant de 9 ans qui, à ce moment-là, m'a dépouillé de tout le respect que j'avais dans ma propre maison. Cela ne ressemblait pas à un simple acte d'impolitesse enfantine, j'avais l'impression qu'une ligne claire et délibérée venait d'être franchie. Et je savais que cette fois, je ne laisserais pas passer ça. En quelques secondes à peine, j'avais perdu toutes mes données de travail sur le Dell XPS et je me retrouvais face à un acte flagrant de défi de la part de mon neveu. Pas d'excuses, pas de peur, juste une attitude froide et moqueuse qui rendait impossible de traiter cela comme un simple accident. Depuis que Lévi est revenu vivre avec ses parents, je lui ai rappelé à plusieurs reprises que mon bureau n'est pas un endroit où l'on court. Je lui ai dit que cet espace doit être respecté, mais mes paroles ne semblaient jamais l'atteindre. Chaque fois que cela se produisait, Andrea souriait et disait doucement « Ne sois pas si sérieux, oncle William. » Il a toujours eu beaucoup d'énergie. À l'époque, je restais silencieux après ses excuses, mais cette fois, je ne pouvais plus reculer. Gardant mon visage calme, je suis descendu directement dans la salle à manger. Sans attendre que personne ne me le demande, j'ai crié le nom de Lévi assez fort pour que tout le monde à table s'arrête au milieu de sa conversation. Dès qu'il m'a entendu, le garçon a tourné la tête, puis s'est rapidement dirigé vers Andrea, se cachant entièrement derrière elle. Je me suis approché, j'ai gardé un ton calme mais ferme, et je lui ai dit « Tu dois t'excuser pour ce que tu viens de faire. » Toujours debout derrière sa mère, Lévi a répliqué par une courte réponse inébranlable « Je n'ai rien fait de mal. » Je me suis arrêté, pas à cause des mots, mais à cause de la façon dont il les a prononcés, calmement et avec assurance, comme si ce qui venait de se passer n'avait aucune importance et qu'il croyait sincèrement qu'il n'avait pas à assumer la responsabilité de ses actes. Après avoir parlé, il a baissé la tête et est resté immobile, comme si ce bref échange n'avait pas besoin d'aller plus loin. Un instant plus tard, je me suis tourné vers Michael et Andrea et je leur ai raconté tout ce qui venait de se passer du début à la fin. Je n'ai pas élevé la voix, je n'ai pas exagéré, j'ai juste exposé les faits exactement comme je les avais vus. Quand j'ai terminé, Andrea m'a regardé d'un air perplexe et a légèrement froncé les sourcils. Puis elle a répondu d'une voix ferme et inébranlable, « Tu dis que Lévi a fait ça? » « Non, je ne le crois pas. » Michael est resté silencieux. Mon frère est resté assis là, les yeux fixés sur moi comme s'il essayait de deviner quel motif caché je pouvais avoir. Il n'a pas posé une seule question. Il n'a pas essayé de comprendre, juste un long et tendu silence. En voyant leur réaction, j'ai compris, ce à quoi ils réagissaient, ce n'était pas l'histoire elle-même, c'était le fait que j'avais osé la raconter à voix haute à table. Ils ne voulaient pas de la vérité, ils se sentaient insultés d'être forcés de faire face au comportement de leur fils. L'atmosphère dans la pièce s'est alourdie. Tous les regards se sont baissés. Personne ne parlait. Personne ne me regardait dans les yeux. Je me tenais dans la même maison que je connaissais depuis des années, ayant l'impression d'être entré dans un endroit où je n'avais jamais vraiment été invité. À ce moment-là, je n'étais pas déçu. Je n'étais même plus en colère. Une seule pensée m'est venue, claire et forte, si ce silence persiste, si cette attitude d'évitement continue de se répéter, alors ce qui s'est passé aujourd'hui n'est que le début. Après avoir observé les réactions de chacun dans cette pièce, une chose est devenue douloureusement claire, ils ne me croyaient pas. Personne n'a posé de questions. Personne ne s'est tourné vers l'enfant pour confirmer ce qui s'était passé. Il se moquait de savoir s'il l'avait fait ou non. La seule chose qu'il voulait maintenant, c'était passer à autre chose, comme si l'histoire que je venais de raconter n'était rien de plus qu'une réaction excessive personnelle, qui ne méritait pas d'être discutée plus avant. Je savais que je devais montrer des preuves pour dissiper ce brouillard de déni. Sans dire un mot de plus, j'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai ouvert le clip vidéo de la caméra que j'avais installé dans mon bureau. Les images étaient d'une clarté cristalline et indéniable, Lévi est entré dans la pièce avec une canette de soda à la main et l'a versée directement sur le clavier. Puis il s'est retourné, a tiré la langue et m'a fait un doigt d'honneur. J'ai tendu le téléphone à Andrea. Je n'ai rien dit.
Elle a regardé l'écran un instant, son visage vacillant d'inconfort, mais après quelques secondes seulement, sa voix est devenue douce et légère, comme si elle commentait quelque chose d'inoffensif. Il a probablement appris ça quelque part. Ce n'était qu'un accident. Cette réponse m'a frappé comme si quelqu'un avait aspiré l'air de mes poumons. Je me suis tourné vers Michael, espérant quelque chose de différent, mais il s'est adossé à sa chaise, a croisé les bras et a dit lentement, « N'en fais pas toute une histoire. Tu es l'adulte. Ne t'abaisse pas au niveau d'un enfant. » À chaque mot qu'il prononçait, ma colère ne montait pas, elle s'épuisait. Ce qui s'élevait à la place, c'était un vide creux et engourdissant. Ils avaient tout vu. Ils avaient tous les faits exposés devant eux. Ils choisissaient toujours de se ranger du côté de l'enfant, non pas parce qu'ils ne comprenaient pas, mais parce qu'ils refusaient d'affronter la vérité, leur fils avait fait ça. J'ai regardé Lévi. Il était toujours debout à côté de sa mère, le visage calme, le coin de sa bouche légèrement relevé dans ce qui ressemblait à un demi-sourire. Pas de peur, pas de regret. Et à ce moment-là, j'ai compris quelque chose de profond, on n'avait jamais appris à cet enfant à assumer la responsabilité de ses actes, et ses parents n'avaient jamais vraiment essayé de lui enseigner. Je ne pouvais plus me retenir. Je me suis levé brusquement et j'ai élevé la voix, d'un ton ferme et assez fort pour que toute la famille l'entende. C'est ce que vous appelez un accident? Vous avez vu la vidéo. Me demandez-vous de vous expliquer ça? Êtes-vous tous aveugles? La salle à manger est tombée dans un silence complet dès que j'ai fini de parler. Andrea a détourné le visage, les lèvres serrées, sa main serrant l'épaule de Lévi comme si elle essayait de le rapprocher d'elle. Michael a levé les yeux pour croiser les miens, et cette fois, il n'y avait aucune confusion dans son expression. Elle s'était transformée en une confrontation silencieuse. Il n'a pas dit un mot, mais je pouvais le sentir. Nous savions tous les deux ce qui se passait maintenant. L'atmosphère dans la pièce avait changé. Le silence précédent avait disparu. Ce qui l'a remplacé, c'est une tension subtile et grandissante, tacite mais pesante, se déplaçant à travers la table, dans chaque regard, et dans les espaces entre nous. Mon père était toujours assis au bout de la table. Il n'avait pas dit un mot. Il s'est adossé à sa chaise, tenant son verre de vin à moitié plein. Son regard était fixé sur moi, stable, illisible. Je ne pouvais pas dire si c'était de la colère, de l'inquiétude ou quelque chose qu'il essayait encore de comprendre, attendant le bon moment pour intervenir. Je n'ai rien dit d'autre, mais à l'intérieur de moi, quelque chose avait commencé à s'installer, froid, stable et indubitable. Je n'ai pas quitté Lévi des yeux, un sentiment oppressant et innommable gonflant dans ma poitrine. L'air était lourd. Chaque respiration comprimée sous des tonnes d'escalier. Soudain, Michael a repoussé sa chaise et s'est levé, frappant sa main sur la table. Le bruit était sec et percutant, faisant vibrer toute la table à manger. Il m'a regardé, la fureur brûlant dans ses yeux, puis a crié, « Qu'est-ce que tu viens de dire, William? Ne me mens pas. Je suis ton frère. » Le cri m'a arrêté net. L'homme en face de moi n'était pas le frère aîné qui avait l'habitude de discuter des choses. Il réagissait par instinct, comme si j'avais touché quelque chose d'interdit en lui. À ce moment-là, j'ai regardé Michael, qui avait été mon plus grand soutien pendant mon enfance, celui qui s'était levé pour me défendre lors d'une réunion de famille lorsqu'il m'avait traité de bizarre simplement parce que je m'étais plongé dans les ordinateurs toute la journée. Il avait dit un jour, « Si tu sais que tu as raison, alors tu as le droit de parler. » Et pourtant, maintenant, juste parce que son fils avait fait quelque chose de mal, il était le premier à agir comme si j'étais hors de propos. Avant que je puisse dire un mot, la voix de mon père a retenti. Elle n'était pas forte, mais claire, chaque mot impossible à ignorer. Tout le monde, asseyez-vous. Maintenant. La pièce est tombée dans un silence étrange. Andrea s'est penché vers son fils, posant une main sur l'épaule de Lévi pour le maintenir immobile. Michael n'a pas bougé. Ses mains étaient toujours fermement appuyées sur la table et ses yeux fixés sur moi. Quelques secondes plus tard, mon père s'est dressé dans l'espace libre. Son regard a balayé chacun de ses enfants et petits-enfants, puis s'est arrêté sur Lévi. Sa voix était grave, lente et ferme. « Lévi, ce que tu as fait n'était pas bien. Excuse-toi auprès de ton oncle William. » Après la demande de mon père, Lévi n'a rien dit. Il a tourné la tête sur le côté, les yeux évitant tout le monde, les doigts agrippant légèrement le bord de sa chemise. Andrea s'est penché et lui a chuchoté quelque chose à l'oreille. Sa voix était si basse que seuls deux pouvaient l'entendre, mais j'ai saisi chaque mot.
Ça va, chérie. Nous sommes là. Mon père est resté exactement où il était. Il ne s'est pas retourné et n'a pas changé d'expression, mais ses mains se sont lentement serrées en poing comme s'il retenait tout ce qu'il ressentait après avoir entendu ça. À ce moment-là, j'ai senti quelque chose se fissurer sous la surface de cette maison, que je connaissais si bien. Il n'y a pas eu de cri. Rien ne s'est brisé, mais quelque chose avait changé, c'est certain, et ça ne reviendrait pas en arrière. Quand mon père est resté silencieux après qu'Andrea lui ait chuchoté à l'oreille, j'ai pensé que les choses pourraient s'arrêter là. Mais quelques secondes plus tard, Michael a pris la parole, et cette fois, ce qu'il a dit nous a pris, mon père et moi, complètement au dépourvu. Sa voix était tranchante, pleine de frustration, et il n'a pas pris la peine de cacher son ressentiment. Il a élevé la voix. Papa prend toujours le parti de William. Nous n'avons jamais été traités comme ça. Quand Michael a fini de parler, mon père a levé la tête et l'a regardé droit dans les yeux. Sa voix a baissé, chaque mot étant délibéré et ferme. Je choisis de soutenir ce qui est juste. Être un adulte ne signifie pas que vous pouvez enseigner ce qui est mal et laisser votre enfant faire ce qu'il veut. Avant que le poids de ces mots ne puisse s'installer complètement, Andrea a interrompu. Sa voix était rapide, teintée d'un soupçon de sarcasme. Il a juste renversé du soda. C'est un enfant. Après cette remarque excessivement protectrice, j'ai regardé à nouveau mon père. Son expression n'avait pas beaucoup changé, mais dans la tension autour de sa mâchoire et dans les coins de ses yeux, je pouvais le voir, la tension de se retenir commençait à se faire sentir. Quant à moi, ce qui me dérangeait maintenant n'avait rien à voir avec l'ordinateur portable. Ce qui me touchait, c'était ceci, la façon dont ils étaient si disposés à troquer les limites morales pour préserver l'image d'un enfant qui n'avait soi-disant rien fait de mal. Sous le poids de la tension croissante, ce qui avait commencé comme un chaleureux rassemblement de Noël s'était maintenant fracturé en un silence froid et grandissant, visible dans chaque regard et dans la distance croissante entre chaque membre de la famille à table. Tout autour de nous était toujours exactement pareil. Les assiettes de nourriture étaient chaudes, les verres à vin à moitié pleins et le sapin brillait toujours dans le coin. Mais parmi tout cela, la seule chose qui semblait réelle maintenant était la pression suffocante qui s'insinuait dans chaque centimètre de la table, dans chaque respiration. À ce moment-là, j'ai su que je devais parler. J'ai regardé droit mon frère et ma belle-sœur, j'ai gardé un ton calme mais ferme, et j'ai dit, j'ai sauvegardé les données sur le serveur à temps, mais cet ordinateur portable était ma machine de travail. Et plus que cela, être manqué de respect dans ma propre maison n'est pas quelque chose que je peux faire comme si de rien n'était. J'attends de vous deux que vous remplaciez l'ordinateur portable. Dès que j'ai fini, Andrea m'a regardé, les lèvres serrées avant de répondre. Sa voix était tendue et froide. Nous n'avons pas l'argent et nous ne pensons pas avoir fait quoi que ce soit de mal. Michael était assis à côté d'elle, les mains posées sur ses genoux, les yeux fixés sur le bord de la table. Il n'a pas dit un mot, pas d'explication, pas de tentative de désamorcer le moment. J'ai attendu quelque chose, n'importe quoi de sa part, mais la pièce n'a offert que le son d'une respiration superficielle et un silence qui s'est prolongé trop longtemps. Voyant à quel point ils étaient toujours provocateurs, mon père a sorti son téléphone de sa poche, a jeté un coup d'œil à l'écran, puis s'est levé. Sa voix était lasse mais claire. Assez. Allez dans vos chambres. Je vous parlerai à tous les deux demain matin. Un par un, ils ont quitté la table en silence. Leurs pas ont résonné sur le plancher de bois. Personne ne s'est regardé. La nuit s'est terminée par une distance silencieuse et douloureuse entre des personnes censées être une famille. Je suis resté où j'étais, regardant les assiettes intactes, le désordre toujours sur la table. Ma poitrine était lourde et je pouvais le sentir sans aucun doute, demain matin ne sera pas un jour ordinaire de plus. Après que tout le monde se soit discrètement retiré dans sa chambre ce soir-là, toute la maison s'est sentie engloutie par un silence lourd et épais. Tout s'était immobilisé, comme si chaque mot prononcé plus tôt avait laissé derrière lui un résidu qui ne pouvait pas être effacé. J'ai fermé la porte de ma chambre et je me suis assis à mon bureau. L'ordinateur portable avait encore des gouttelettes accrochées dessus. J'ai pris un chiffon et j'ai commencé à essuyer chaque touche, chaque crevasse, faisant tout ce que je pouvais, mais en quelques minutes, j'ai su qu'il était impossible de le sauver. Les circuits étaient grillés. L'écran est resté noir. La machine entière n'était plus qu'un bloc de métal froid et inutile. Sans autre option, j'ai pris mon téléphone et je me suis connecté au système interne de l'entreprise. J'ai laissé un message urgent demandant à la direction d'interrompre le flux de travail actuel.
J'ai demandé à l'assistance technique de transférer les données et j'ai chargé quelqu'un d'autre de prendre en charge le reste du projet. Je n'avais pas le choix. Mais ce qui m'a le plus épuisé, ce n'est pas la perturbation du travail, c'est la façon dont tout cela s'est produit, dans le seul endroit que j'avais autrefois cru être le plus sûr pour moi. Alors que j'allais fermer le téléphone, mon père est passé devant la porte. Il n'a pas regardé à l'intérieur, il ne s'est pas arrêté. Il a seulement dit une chose doucement, assez bas pour que je sois le seul à l'entendre, ne le répare pas encore. J'en ai besoin comme ça. J'ai levé les yeux vers le couloir sombre. Ce qu'il a dit semblait incomplet, comme une phrase qui avait été coupée court, mais cela portait quelque chose de plus profond, quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Je suis resté assis là pendant longtemps après cela, dans une pièce qui me semblait autrefois familière, maintenant obscurcie par une sensation étrange et lointaine. Mon esprit n'arrêtait pas de revenir à Lévi, son regard fixe, ses actions et la façon dont les personnes qui auraient dû lui apprendre la différence entre le bien et le mal avaient réagi. J'ai pensé aux histoires que Michael avait l'habitude de raconter, les années où ils ont lutté à Berlin, les investissements ratés, les pertes et la façon dont ils avaient dû travailler dur pour que Lévi puisse aller à l'école comme n'importe quel autre enfant. Je croyais qu'ils avaient fait de leur mieux. Je croyais que ces efforts élèveraient un enfant qui connaissait les limites, qui comprenait la décence. Mais après ce soir, je n'en étais plus si sûr. Je me suis surpris à me demander encore et encore, si les adultes peuvent fermer les yeux pour sauver la face de leur enfant, comment cet enfant apprendra-t-il un jour à distinguer le bien du mal? Si un enfant blesse quelqu'un et que personne ne le dénonce, si personne ne l'aide à en voir les conséquences, comment grandira-t-il pour respecter les limites? Et si les parents eux-mêmes refusent d'affronter la vérité, qu'est-ce que cet enfant apprendra de l'honnêteté? J'ai gardé toutes ces questions pour moi, non pas parce que je ne voulais pas de réponse, mais parce que plus j'y pensais, plus je réalisais ce qui se passait, plus je réalisais que cela avait déjà dépassé la logique. Il n'y avait qu'un seul sentiment qui persistait, que ce soir de Noël, quelque chose s'était fissuré entre des personnes qui semblaient autrefois inséparables, et que cette fissure était assez profonde pour que je sache qu'elle ne guérirait ni avec le temps, ni avec les mots polis échangés autour de la table des fêtes suivantes. Après tout ce qui s'est passé, j'en suis arrivé à comprendre ceci, ce qui brise une famille, ce n'est pas un événement dramatique majeur, c'est la façon silencieuse dont les gens restent silencieux face à ce qui est mal. Encore et encore, le lendemain matin, je me suis réveillé tôt. Dehors, le ciel était toujours terne et gris, et le froid hivernal semblait s'être installé au plus profond de ma poitrine. Mais ce qui me tenait éveillé, ce n'était pas le temps, c'était le poids persistant de la nuit précédente. Je suis descendu en silence. Personne n'a dit un mot à personne. C'était comme si nous nous étions tous réveillés d'un rêve inachevé, mais personne n'osait en parler. Quand mon père a appelé tout le monde dans le salon, nous n'avions même pas encore déjeuné. Personne n'a protesté. Nous avons tous suivi silencieusement, comme si nous sentions ce qui allait arriver. Une fois que tout le monde s'était assis, Lévi était là, agrippé au téléphone de sa mère, absorbé par un jeu. C'était le tout dernier iPhone 14 Pro Max. Il était assis avec une jambe drapée sur la chaise, complètement détaché de l'attention dans la pièce. Mon père a jeté un coup d'œil sur lui. Son regard n'était pas dur, ni en colère. Il était stable et s'est attardé assez longtemps pour que toute la pièce marque une pause. Puis il s'est redressé, les mains jointes devant lui, et a parlé d'une voix basse et ferme. Après y avoir réfléchi hier soir, pensez-vous tous les deux que votre fils a mal agi? Personne n'a répondu. Michael fixait le sol. Andrea a serré les lèvres, ses yeux illisibles peut-être évitants, peut-être incertains. Lévi continuait à jouer comme si la question n'avait rien à voir avec lui. Je n'ai pas dit un mot. Je me suis contenté d'observer chaque regard, chaque mouvement, et à l'intérieur, je connaissais déjà la réponse, il ne pensait pas qu'il avait tort, ou s'il le pensait, ce n'était toujours pas suffisant pour qu'il l'admette. Alors que le silence s'éternisait, comme si toute la pièce attendait que quelqu'un parle à la place de la raison, mon père, un homme qui avait passé 30 ans comme enseignant, s'est lentement levé. D'un pas régulier et délibéré, il s'est dirigé droit vers Lévi. Ses yeux ne portaient plus la chaleur d'un grand-père qui montrait fièrement son petit-fils à ses amis lors de leurs appels vidéo hebdomadaires. Depuis la naissance de Lévi, mon père l'appelait chaque semaine. Malgré la distance, il n'a jamais manqué une seule occasion spéciale. Je m'asseyais souvent à côté de lui pour les regarder rire et parler à travers un petit écran. Si Lévi avait été élevé plus près de chez nous, l'amour aurait peut-être été le lien qui maintenait notre famille unie. Mais maintenant, face à l'arrogance,
à l'indifférence et au mépris total des limites d'un garçon qui n'a même pas 10 ans, je savais que mon père ne pouvait plus se retenir. Sans dire un mot, il a arraché le téléphone des mains de Lévi et l'a jeté directement dans une tasse en céramique fumante. Le thé chaud a débordé sur le bord, et l'iPhone a coulé au fond avec un pop sec et crépitant. Immédiatement, Andrea a bondi sur ses pieds. La panique dans sa voix, elle a crié à mon père, « Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu fais ?» Michael s'est avancé avec colère, mais avant qu'il ne puisse dire un seul mot, mon père s'est tourné vers moi et m'a fait un signe de tête léger et ferme. Me souvenant de ce qu'il m'avait dit la nuit précédente, j'ai avancé, m'accrochant à tout ce que je ressentais depuis hier. J'ai regardé mon frère droit dans les yeux. Sans dire un mot, j'ai levé mon majeur, froid, direct et inébranlable. Mon expression n'a pas changé. J'ai reproduit le même geste que Lévi m'avait fait. Dès qu'elle m'a vu faire ça, Andrea a hurlé à nouveau. « William, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Michael est resté figé. L'expression sur son visage s'est crispée. Il n'a pas reculé, mais il n'a pas avancé non plus. Il est juste resté là, les yeux flous, pris entre le choc et le silence. Lévi s'est enfoncé dans son siège, les yeux grands ouverts, les lèvres serrées. Il n'a pas souri. Il n'a pas répliqué. Pour la première fois, il y avait une confusion visible dans ses yeux. À ce moment-là, mon père s'est avancé au centre de la pièce. D'un regard sévère, il a regardé directement son fils et sa belle-fille et a dit, d'une voix basse et acérée, « Comment vous sentez-vous » Ce sentiment, c'est précisément ce que William a dû supporter hier soir. Quelques secondes se sont écoulées. Puis Andrea a détourné le visage, les mains serrées, les yeux fixés sur rien. Michael regardait le sol, les lèvres serrées, la poitrine se soulevant et s'abaissant comme s'il essayait d'avaler quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait digérer. En les regardant, je ne me suis pas senti satisfait. Ce que j'ai ressenti, c'est que, enfin, quelque chose avait commencé à changer. Et je savais qu'après tout ce qui s'était passé, personne ne pourrait plus qualifier cela de simple enfant espiègle. Alors que la lourdeur persistait dans le salon, Andrea s'est penché en avant, les yeux fixés sur l'iPhone maintenant submergé dans le thé fumant. L'écran s'était embué à cause de la chaleur, et le liquide ambré foncé s'étendait comme de l'encre autour de l'appareil, s'enroulant le long de ses bords. Son visage se tordait avec un mélange de colère et de regret. Elle s'est empressée de retirer l'iPhone, le thé dégoulinant encore entre ses doigts. D'une main tremblante, elle a pris une serviette et a commencé à essuyer le téléphone, tamponnant soigneusement chaque coin, ses lèvres bougeant dans des murmures à peine audibles, comme si elle s'accrochait à un dernier espoir. Lorsque l'écran est resté noir, elle s'est tournée vers mon père, sa voix tendue. « Papa, ce téléphone coûte plus de 2000 $. C'est ma propriété. » Au moment où elle a fini, sa voix est venue, calme mais ferme, dirigée directement vers sa belle-fille, et l'ordinateur portable de William, c'était juste de la camelote ? Andrea s'est figée à ces mots. Elle a serré le téléphone ruiné plus fort. Ses yeux sont tombés sur le sol. Elle n'a pas répondu, mais comme refusant de reculer complètement, elle a finalement relevé les yeux, son ton tranchant et provocateur. « J'appelle la police sans hésiter. » Mon père s'est tourné vers elle. Sa voix ne s'est pas élevée, mais elle portait un poids indéniable. « Alors vas-y, et pendant que tu y es, dis-leur ce que ton gamin a fait à William hier soir. » Cette phrase a atterri dans la pièce comme le son d'acier froid. Andrea est restée immobile, les lèvres pincées en une ligne, ses yeux clignant rapidement comme si elle essayait d'avaler la honte qui montait de sa gorge. Cette fois, elle n'a rien dit de plus. Michael s'est affalé sur une chaise, une main pressée sur son front, ses yeux lourds et baissés vers le sol. Il n'a pas défendu sa femme. Il n'a même pas essayé de croiser mon regard. Je suis resté silencieux. Maintenant, la colère était passée depuis longtemps. Ce qui a pris sa place était plus difficile à définir, un étrange mélange de regret et de détachement. J'avais l'impression qu'une fine couche de glace se formait entre des personnes qui s'appelaient autrefois famille. Quelques secondes après que la pièce se soit calmée, j'ai vu mon père se tourner et regarder directement Michael et Andrea. Son regard n'était plus acéré ni conflictuel. Il s'était adouci lentement, comme s'il se tenait face aux enfants même qu'il avait élevés autrefois avec toute sa foi. Il n'a pas élevé la voix. Il n'a pas fait de discours. Il a parlé juste assez fort pour qu'ils l'entendent. Il a dit qu'il n'avait jamais espéré que ses enfants soient riches ou brillants tout au long de sa vie. Tout ce qu'il a toujours voulu, c'est qu'ils vivent avec décence, qu'ils ne se fassent pas concurrence et qu'ils ne nourrissent pas de rancune,
qu'ils connaissent la différence entre le bien et le mal. Il a dit qu'il avait cru, vraiment cru qu'avec la façon dont ma mère et lui nous avaient élevés avec équité et sans favoritisme, chacun d'entre nous porterait une vérité simple à travers la vie. Quel que soit notre chemin, la famille serait toujours un lieu où revenir, que nous ayons échoué ou réussi dans le monde. Il n'avait jamais fermé cette porte sur nous, mais si le jour venait où l'un de ses enfants choisissait de rejeter les limites morales les plus élémentaires, alors il serait le premier à dire « Cette maison ne peut pas accueillir ce choix ». Puis il s'est tourné vers Michael. La douceur a disparu. Sa voix est devenue plus lente, plus lourde, plus délibérée. Michael, tu as plus de 35 ans. Tu n'es plus un enfant qui peut se cacher derrière des excuses. Si tu continues à défendre quelque chose que tu sais être mal, tu ne te ruines pas seulement toi-même, tu apprends à ton fils à grandir et à devenir une personne terrible. La pièce est devenue complètement silencieuse. Michael n'a pas répondu. Il a juste baissé la tête, mais dans ses yeux, un éclair de choc et de doute est apparu, et j'ai su que quelque chose à l'intérieur de lui s'était fissuré, quelque chose qui avait été protégé pendant des années par une fine coquille de fierté. Quelques secondes plus tard, il a levé les yeux vers moi. Ses yeux ne se sont pas détournés pour la première fois de la matinée. D'une voix basse et stable, il a dit « William, je suis désolé. J'avais tort. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas répondu tout de suite. » Ces excuses ne pouvaient pas annuler ce qui s'était passé, mais à ce moment-là, je savais que c'était un début. À ce moment-là, Andrea s'est penchée vers Lévi. Sa voix était douce lorsqu'elle a chuchoté « Dis que tu es désolé. » J'ai regardé mon neveu, m'accrochant toujours à un lambeau d'espoir. Je pensais que peut-être après tout, il comprendrait quelque chose, que chaque action a des conséquences, que s'excuser ne vous rend pas faible, c'est la première étape vers la maturité. Mais ce qui s'est passé ensuite a fait retenir son souffle à toute la pièce. Lévi a levé les yeux vers moi. Ses yeux étaient vides, complètement indifférents, puis, d'une voix claire et délibérée, il a dit « Je n'ai rien fait de mal. Je le déteste. » Et sur ce, il a éclaté en sanglots. Il a crié, s'est jeté par terre, a donné des coups de pied et s'est agité, pleurant comme si le monde entier lui avait fait du tort. Personne n'a dit un mot. Nous sommes tous restés assis là, figés comme des statues exactement aux mêmes endroits où nous étions. La pièce est devenue dense et sans air, comme si le son lui-même avait été drainé, ne laissant qu'un silence trop lourd pour toute explication. Je me suis tourné pour regarder Michael et Andrea. Ils n'ont rien dit, mais leur visage disait tout, et j'ai su pour la première fois qu'ils comprenaient vraiment, ce qu'ils avaient élevé n'était pas seulement un enfant, c'était le résultat de chaque moment où ils avaient choisi de détourner le regard. Juste après l'explosion de Lévi, Michael n'a pas pu rester assis plus longtemps. Il s'est levé d'un bond et s'est précipité vers son fils. Son visage était devenu pâle, comme s'il avait réalisé quelque chose de trop lourd à supporter. D'une voix ferme et claire, il a saisi le bras du garçon et a dit « Arrête, Lévi. Ce n'est pas ainsi qu'un enfant peut agir quand il a tort. » Le garçon a continué à pleurer, s'agitant toujours sur le sol comme si chaque mot n'était que du vent qui passait. Mais contrairement à avant, personne n'est intervenu pour le réconforter. Quelques secondes plus tard, Andrea a commencé à bouger, prête à s'agenouiller et à le serrer dans ses bras comme elle le faisait toujours, mais juste au moment où sa main a touché le dossier de la chaise, Michael s'est tourné et a claqué « Ne bouge pas ». Les mots ont frappé la pièce comme un arrêt brutal, coupant l'air. Andrea s'est figée à mi-chemin. Peut-être n'avait-elle jamais entendu son mari élever la voix comme ça, certainement pas dans le rôle de père. J'ai regardé Michael. Il ne restait aucune hésitation dans ses yeux, aucune place pour les excuses, aucun espace pour blâmer la situation. Et pour la première fois, j'ai vu mon frère ne plus essayer de préserver l'image d'une famille paisible et bien organisée. Quelque chose à l'intérieur de lui, à l'intérieur du père, venait de se briser, et peut-être de cette rupture même, quelque chose d'autre commençait à prendre forme. Alors que tout se déroulait sous nos yeux, mon père et moi nous sommes discrètement retirés, mettant une certaine distance entre nous et la tension tendue comme un fil tendu. Nous avons tous les deux compris que s'éloigner à ce moment-là ne consistait pas à éviter, il était nécessaire de donner à Michael et Andrea l'espace nécessaire pour faire face honnêtement à l'enfant qu'ils avaient élevé pendant les 9 dernières années. Je suis sorti lentement de la pièce, mon esprit toujours rempli des images que je venais de voir, mais au fond de moi, je pensais que peut-être pour un enfant élevé dans l'indulgence et la perception erronée, la défiance est la dernière chose à laquelle il reste à s'accrocher ou ce qu'il croit être juste. Je ne sais pas ce qui s'est passé après que mon père et moi ayons quitté le salon, mais quelques minutes plus tard, dans le silence du couloir,
j'ai entendu la voix de Michael de l'intérieur, rauque et frustré, et Andrea, tout ce que j'ai entendu, c'est un doux étouffement. Peut-être se sont-ils disputés. Peut-être pas. Je ne sais pas. Mais je me suis senti reconnaissant qu'au moins ils aient enfin commencé à dire les choses qui auraient dû être dites il y a longtemps. Et c'est précisément ce qu'ils allaient faire ensuite, une décision qui ne serait pas facile qui m'a fait réaliser qu'ils étaient vraiment perdus avec l'enfant même qu'ils avaient créé. Ce soir-là, le dîner s'est déroulé dans un long et lourd silence. Lévi est resté dans sa chambre, ne venant jamais nous rejoindre à table. Personne ne l'a appelé, personne n'a essayé de le forcer. Sur la table, le rôti a refroidi. Le léger parfum de fumée persistait encore de la cheminée, mais il ne pouvait pas chasser le froid entre nous, chacun perdu dans ses pensées. Le dîner ressemblait à la pause après une tempête, quand tout le monde sait que l'essentiel n'a toujours pas été dit. Juste au moment où mon père a posé son verre, Michael a levé les yeux. Il a jeté un coup d'œil à papa, puis à moi, et a parlé d'un ton que je ne lui avais pas entendu depuis longtemps, stable et honnête. Je pense qu'il est temps de l'emmener quelque part qui puisse l'aider à recommencer. Je ne peux plus laisser cela continuer. Il s'est arrêté un instant, puis a ajouté, j'ai déjà échoué dans ma carrière, mais avec Lévi, je ne peux pas me permettre d'échouer à nouveau. À ces mots, la cuillère de mon père s'est figée en l'air. Il a levé les yeux, non pas pour gronder, non pas pour questionner. Il a juste dit une phrase courte et ferme. Il faut lui enseigner depuis le début. Qu'en conséquence. William, contacte-les pour moi. Michael a hoché la tête sans hésitation. Andrea n'a rien dit. Elle était assise en silence, les mains jointes sous la table, les yeux fixés sur le sol. Il n'y avait pas de larmes, mais je savais que quelque chose en elle s'était brisé à l'intérieur. Le lendemain matin, j'ai rempli les papiers et j'ai envoyé l'email de confirmation au camp. Ils ont répondu rapidement, prêts à accueillir Lévi d'ici le week-end. Et puis, un sombre samedi matin, Michael et moi avons mis Lévi dans la voiture. Andrea l'a accompagné jusqu'au porche. La porte s'est entr'ouverte derrière elle alors qu'elle se tenait là, ne descendant pas, ne se détournant pas. Ses yeux suivaient Lévi comme si elle voulait s'accrocher à lui, mais à la fin, elle a placé une main sur sa poitrine et a fait un signe de tête doux. Personne n'a parlé pendant le trajet. Lévi est resté immobile, regardant par la fenêtre, mais quand le poste de garde du camp conséquence est apparu, il s'est effondré. Il a commencé à crier après sa mère, puis s'est tourné vers moi, ses yeux suppliants, furieux, désespérés. Michael n'a pas bougé. Il n'a pas regardé son fils, ne s'est pas détourné. Il a juste serré le volant si fort que ses jointures sont devenues blanches. Quand nous avons ouvert la portière de la voiture, mon père attendait déjà. Il n'a pas dit un mot. Il a regardé Lévi, qui pleurait et se débattait, puis a tourné son regard vers moi, un signal silencieux dans ses yeux. À ce moment-là, il n'était plus un grand-père doux. C'était un homme qui avait passé plus de 30 ans avec de la craie à la main, qui comprenait que certains enfants n'apprennent ce que signifie être humain que lorsqu'ils sont placés dans un environnement où la douceur n'est plus la réponse. Quant à moi, en regardant la porte se fermer derrière Lévi, je ne me suis pas senti soulagé. Tout ce que j'ai ressenti, c'est un espace qui s'ouvrait à l'intérieur de ma poitrine. Je ne sais pas ce qui nous attend, mais une chose est claire, à partir de ce jour, personne dans cette maison ne vivra plus jamais de la même manière. Pendant le mois que Lévi a passé au camp d'entraînement, l'atmosphère dans notre maison a lentement commencé à changer. La tension initiale s'est atténuée, cédant la place à un calme tranquille, lent mais nécessaire. Nous savions tous au fond de nous que chacun de nous portait ses inquiétudes au sujet du garçon. Personne ne l'a dit à voix haute, mais c'était clair. Aucun d'entre nous ne voulait que cela se produise, mais tout le monde a compris que c'était la bonne chose à faire. À peu près à la même époque, mon père a discrètement acheté un nouveau téléphone pour Andrea et a passé une commande pour remplacer mon ordinateur. Il n'a rien dit à l'avance. Il a juste laissé les 2 boîtes sur la table, chacune avec une petite note portant nos noms. Quand nous les avons vues, Andrea et moi avons refusé, non pas par colère, mais parce que des choses non dites persistaient encore dans nos cœurs. Mais mon père a secoué la tête et a dit calmement, tant que vous avez appris la leçon, c'est tout ce qui compte. Je ne suis pas à court d'argent. À ce moment-là, Michael, Andrea et moi nous sommes tous regardés, et soudain nous avons ri non pas parce que ce qu'il a dit était drôle, mais parce que c'était si vrai, si simple, si indéniable, que cela ne laissait aucune place à la discussion, et pourtant, cela nous a fait réfléchir sur nous-mêmes. À ce moment-là, j'ai réalisé qu'après tout ce qui s'était passé,
chacun de nous avait enfin appris la leçon que mon père nous avait discrètement inculquée toutes ces années. Et aujourd'hui, exactement un an après la veille de Noël, tout dans ma famille est lentement revenu au rythme qu'il aurait dû trouver il y a longtemps. Michael et Andrea ont repris leur vie avec une petite épicerie fine européenne au cœur de la ville. Ils ne se disputent plus autant qu'avant, et ils ont commencé à apprendre à vraiment écouter leur fils au lieu de simplement réagir. Ce n'est rien d'extraordinaire, rien de bruyant, mais c'est un début. Après son retour du camp d'entraînement, Lévi m'a envoyé une lettre manuscrite. Dans celle-ci, il s'est excusé en partie en anglais et en partie dans quelques mots allemands qu'il avait appris à Berlin. Il m'a fallu 3 lectures pour comprendre tout à fait ce qu'il voulait dire, mais cela ne m'a pas dérangé. J'ai souri tout l'après-midi. Depuis cette lettre, Lévi n'a répété aucun de ses anciens comportements. Plus de défiance, plus d'actes laits pour attirer l'attention. Il commence à apprendre ce que signifie assumer ses responsabilités. Mon père, Todd, est devenu plus léger. Peut-être parce qu'après tout, il a finalement vu que le lien entre ses enfants a survécu et s'est renforcé. Il emmène souvent Lévi à la bibliothèque ou à des événements de week-end dans le quartier, et je l'ai vu rire pour la première fois depuis des années alors que la famille était assise ensemble à regarder de vieilles photos. Quant à moi, j'ai emménagé chez moi il y a 3 mois. Chaque week-end, j'emmène Lévi à l'appartement. Nous jouons à des jeux vidéo, mangeons du poulet frit, et parfois nous nous asseyons l'un à côté de l'autre sans dire grand-chose. Il est toujours têtu, mais maintenant il sait quand s'arrêter. Cela fait toute la différence. Et s'il y a une chose que je veux vous laisser à travers cette histoire, c'est ceci, la famille n'est pas toujours paisible, mais parfois les collisions les plus importantes nous permettent de faire une pause, de réparer ce qui est cassé et de recommencer cette fois avec plus de clarté et d'amour. Ce Noël ne m'a pas apporté un cadeau emballé dans du papier brillant, mais il a laissé à ma famille une leçon que nous garderons pour le reste de notre vie. C'est là que se termine mon histoire. Et avant de clore ce chapitre, je veux vous demander, à vous qui êtes restés avec moi à travers chaque moment de ce voyage, avais-je tort de choisir de parler ce soir de Noël au lieu de maintenir la paix et de rester silencieux? J'aimerais vraiment connaître vos pensées. Veuillez partager votre point de vue. Votre voix compte pour moi. Si l'histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de marcher avec moi dans les voyages à venir. Merci sincèrement d'être là.